merci de votre accueil. Alors effectivement, je vais vous présenter mes travaux, mais l'idée n'est pas de rester dans une présentation très académique, donc j'essaierai d'être suffisamment rapide pour qu'on puisse prendre le temps de l'échange. Et puis si vraiment c'est pas clair ce que je raconte, on peut aussi démarrer l'échange quand vous le souhaitez. Il y a plusieurs options dans ce qui m'a été proposé quand j'ai été sollicitée par Alexandre. Il a accolé le terme d'innovation avec le terme d'accompagnement. Et si mes souvenirs sont bons, on était grosso modo sur une thématique qui disait l'innovation en matière de politique publique de jeunesse et l'accompagnement des projets de jeunes. Et je me suis permis du coup de faire un raccourci en me disant peut-être que la question centrale qu'il était intéressant de traiter avec vous, de discuter, c'était la nécessité de l'innovation, ou pas, mais c'est discutable, et pas forcément dans l'accompagnement des projets de jeunes, mais plutôt dans l'accompagnement des jeunes. En tout cas, moi, c'est deux termes que j'accole facilement en me disant que c'est peut-être dans les modalités de l'accompagnement des jeunes en tant qu'individus, qu'il faudrait qu'on puisse trouver quelque chose qui relèverait, je mets beaucoup de conditionnels dans mon propos, qui relèverait de l'innovation. Alors pour travailler ces questions-là, il y en a plusieurs en une. Ce qui m'a semblé le plus pertinent, c'est de repartir un petit peu de mon cheminement à moi de chercheur, et puis de vous raconter, alors je vous promets, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, un certain nombre de décennies, ça fait un peu long, mais de vous raconter finalement comment je suis arrivé moi à faire de l'accompagnement de jeunes une question centrale dans mes travaux. Je vais remonter à une vingtaine d'années. Il se trouve que c'est à la Ligue de l'enseignement, moi j'étais aussi. Je faisais partie de ce mouvement d'éducation populaire-là, plutôt sur les champs de la formation à l'époque. Et j'assistais ou j'accompagnais, j'assistais en tout cas, j'entendais de façon récurrente une question qui, à mon sens, est toujours d'actualité aujourd'hui, qui était la désespérance des administrateurs devant le manque de jeunes présents à leur conseil d'administration. Alors on avait un CA pour le moins vieillissant, je peux le dire, c'est en Nord-Finistère, donc ils ne sont pas là, et effectivement très peu de jeunes dans cette instance. Et j'ai commencé un premier travail à ce moment-là pour essayer de comprendre comment ces jeunes, alors là je parle de jeunes autour de 14-15 ans et jusqu'à 25-26, comment ces jeunes étaient massivement présents dans cette fédération via ces associations et puis massivement absents dès qu'il s'agissait d'être sur les instances décisionnelles. Et j'ai fait un premier travail qui est essayer d'identifier l'adhésion comme point de départ, comment on transforme l'adhésion en bénévolat et le cas échéant, le bénévolat en militantisme. Alors, je vous passe les détails de cette recherche-là, d'autant plus qu'elle est un peu ancienne, mais en tout cas, je suis vite arrivé à deux hypothèses au bout d'une année à peu près. La première était de dire qu'il y a potentiellement un lien entre engagement des jeunes et formation des jeunes, et je mets formation au sens très large du terme. Et puis la deuxième hypothèse qui a émané de ce travail, c'était de dire, à n'en pas douter, les velléités d'engagement ont besoin d'accompagnement. Et je ne vais pas dire que l'engagement ne se décrète pas, mais un peu quand même. Et en tout cas, d'accompagnement qui mériterait d'être défini. On peut mettre plein de choses. Regardez dans les présentations le nombre de fois où le terme accompagnement a été cité pour dire finalement des choses qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà les premières conclusions auxquelles j'étais arrivée. Deuxième étape, je passe quelques années, on est aux alentours de 2006-2007, donc on est plutôt là sur 10-12 ans. J'ai été sollicitée par le réseau national des juniors assos, on en a fait référence aussi dans vos présentations, qui voyait fleurir partout des juniors assos sur le territoire et qui s'interrogeait sur le projet politique de ce réseau, en lien avec d'autres réseaux politiques aussi, le CNAGEP d'une part, l'INGEP d'autre part, enfin, tous ces réseaux plutôt éducation populaire qui regardaient arriver avec des regards à la fois bienveillants mais un peu inquiets aussi. Les jeunes, ça fait pas que plaisir, pas à tout le monde en tout cas, mais en tout cas qui se disaient il y a bien là
à repenser ou à verbaliser notre projet politique pour voir ce que veut dire cet engagement des jeunes et comment on peut éventuellement le transformer en levier de formation citoyenne ou en levier d'engagement plus pérenne. Et dans ce travail national, j'ai croisé un sociologue, un grand monsieur, à mon sens, qui s'appelle Jacques Yon, avec qui j'ai travaillé un certain nombre de chantiers et qui posait à cette époque 3 postulats. Alors, il m'en voudrait beaucoup de les citer comme ça parce que c'est très réducteur de les citer comme je vais vous les citer, mais c'est en tout cas ce que j'en ai retenu et qui fonde aujourd'hui moi ma posture de chercheur. Premier postulat, la question des constructions identitaires de jeunes, où Jacques Yon disait les constructions identitaires des jeunes ne s'élaborent plus du tout de la même façon. Et quand il disait de la même façon, c'était bien en comparaison à un avant qu'on peut dater à 30-40 ans par rapport à notre, si j'actualise un peu la donnée. On ne se construit plus de la même façon aujourd'hui, ce qui est sans doute très vrai. Il posait un deuxième postulat qui d'emblée n'a rien à voir avec le premier, mais je vais essayer de faire du lien quand même derrière, autour de l'engagement, en disant on a connu, c'est un peu ancien combattant, mais on a connu une époque où on s'engageait un peu pieds et poings liés pour une organisation qui dépassait complètement nos sphères privées, et cet engagement-là est plutôt terminé. En tout cas, l'engagement est devenu pluriel parce que nos environnements politiques, sociétaux, culturels, économiques, etc., ont bougé, et que la façon dont des jeunes aujourd'hui peuvent s'engager, en rappelant quand même statistiquement que malgré un discours véhiculé par certains médias notamment, ou par certaines instances, on a des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, hein, très clairement, qui font partie même de ceux qui s'engagent le plus. Jacques Yon disait on ne peut pas s'engager de la même façon que les aînés dans un monde qui est de plus en plus incertain. Et effectivement, l'engagement, s'il sert à un moment à solidifier des parcours, il faut bien aussi qu'on prenne en compte les fragilités de cet environnement sur lequel on reviendra. Et puis, troisième postulat, qui lui non plus n'a pas forcément grand-chose à voir avec les 2 premiers, Jacques Yon disait ceci, à mon avis, très vrai. Grosso modo, les jeunes ressemblent assez aux vieux que nous sommes, à une différence près, c'est que quand ils s'engagent, quel que soit le type d'engagement, ils gardent une priorité sur l'expérience collective par rapport au projet ou au faire ensemble, quoi. L'être ensemble est toujours privilégié dans les plus jeunes générations par rapport au faire ensemble, ce qui re-questionne quand même, au risque de me mettre un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit avant, qui re-questionne quand même la place qu'on peut donner au dispositif et à l'injonction au projet d'un certain nombre de jeunes. Il l'illustrait de façon très simple, hein, en disant les jeunes, avec tout ce que ça a de globalisant de dire les jeunes, donc là aussi on pourrait dire autrement, les jeunes quand ils s'engagent, ils commencent par vérifier que ça colle avec les gens qui sont à côté, qu'il y a suffisamment d'affinité, de plaisir à être ensemble, et puis si ça fonctionne pas, ils préfèrent abandonner le projet plutôt que le mener à terme, et ça reste une singularité de la jeunesse. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que c'est autour de ces 3 postulats-là que j'ai construit, moi, ma posture de chercheur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Mon métier, c'est de faire de la sociologie de la jeunesse. J'ai un pied dans l'université. Je suis enseignante à l'université de Bretagne Sud, sur le site de Lorient. Et puis, je suis responsable d'un réseau coopératif qui s'appelle Socioscope et qui, lui, est basé dans le Nord Finistère. Et je travaille sur, je ne vais pas dire l'innovation, je suis un peu, je ferai une conclusion plutôt sur ce terme-là, mais je trouve que le terme d'innovation est tellement dangereux et tellement glissant que je préfère m'en méfier, mais en tout cas, je travaille sur la façon dont on peut accompagner des gens, et particulièrement des jeunes, pour qu'ils reprennent, eux, en main, qu'ils reprennent la main sur leur propre destin, quoi. Donc je suis très attachée au concept de pouvoir d'agir, par exemple. Et je reste à mes fondamentaux, parce que je suis fondamentalement liée à l'éducation populaire, quand même. Mon actualité, aujourd'hui, c'est d'être évaluatrice depuis 2015
d'un projet de recherche-action qui s'appelle Jeunes en trans, trans avec 3 T, pour transversalité, transition, transformation. Alors en 2 mots, pour que vous puissiez situer, je ne vais pas vous raconter non plus tout le déroulé de cette recherche-action, mais d'où ça sort, c'est une réponse à un appel d'offres. Donc quand on parle d'innovation, finalement, le format n'est pas très innovant. Appel d'offres national, programme d'investissement d'avenir. On ne s'attendait pas tout à fait à ce qu'il y ait un PIA sur la jeunesse, mais si, il y a donc un PIA sur la jeunesse. Et avec là aussi une idée de départ qui était de faire un constat mitigé, mais un constat quand même d'échec d'un certain nombre d'initiatives sur la situation ou la condition des jeunes. Effectivement, quand on regarde le paysage, c'est quand même pas complètement rose, hein, ni en termes de chômage, ni en termes de bien-être, ni en termes d'épanouissement, ni en termes de projection possible dans l'avenir, etc. Et donc, de proposer à ceux qui voulaient bien répondre à ce format de l'appel d'offres, de réfléchir à des projets innovants en faveur des jeunes et à penser un décloisonnement des politiques publiques s'adressant aux jeunes. Alors, Jeunes en trans, c'est une des réponses qui a pris le format d'une recherche appliquée, c'est-à-dire d'un groupe de travail qui mêle les professionnels du terrain et les chercheurs, et qui s'est réuni autour du postulat que la seule réponse pertinente à des besoins de jeunes en évolution, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, que la seule réponse était effectivement une réponse globale, et qu'on ne pouvait pas aujourd'hui avoir d'un côté les politiques de santé, d'un côté de l'autre les politiques de logement, puis de transport, puis de loisirs, puis d'éducation, etc., etc., et qu'effectivement, une politique intégrée de jeunesse, donc une politique non sectorielle, était une réponse pertinente. Donc c'est de là que je parle aujourd'hui. C'est avec cette casquette-là d'ailleurs que j'ai été invité. Hein. C'est à partir de ces travaux plus actuels que les premiers, mais pourtant très en lien, que je vais essayer de vous dire où j'en suis. Cette recherche, elle a lieu en Bretagne. Vous savez, ce pays où il fait toujours beau, pas très loin de chez vous, là. Sur 3 territoires différents, dans des quartiers politiques de la ville, d'une part, du côté du Morbihan, dans un territoire nord-finistérien beaucoup plus rural, et puis sur le sud, couronne sud de Rennes, sur un territoire semi-rural, semi-urbain, rurbain, on dit. Voilà. Très rapidement, il y a eu une phase de diagnostic, 2016, et depuis, des plans d'action qui sont coportés par les acteurs qui ont bien voulu s'engager. Et cet ensemble d'acteurs et d'actions sont cofinancés à la fois par les finances des PIA, des programmes d'investissement d'avenir, et puis par les acteurs locaux, institutionnels, avec lesquels, bien sûr, il a fallu travailler, avec lesquels il a fallu aussi discuter de la pertinence d'une politique intégrée de jeunesse. Ce que j'ai essayé de faire dans le propos d'aujourd'hui, c'est d'essayer de repérer dans le travail que je mène. Moi, je suis évaluatrice de cette recherche-là, avec une posture d'évaluation qui, d'emblée, s'est inscrite comme étant une évaluation chemin faisant. Donc, on n'est pas dans une logique évaluative de bilan du tout. Et une évaluation participative. L'évaluation participative, elle a ceci d'intéressant que ce n'est pas l'évaluatrice qui prend la décision d'aller regarder ce qu'elle trouve intéressant de regarder, mais que les questions évaluatives, elles sont co-construites avec les acteurs, et ça permet aussi aux gens qui ont l'expertise d'usage, l'expertise de terrain, de dire, nous, on a besoin pour notre futur professionnel ou pour notre futur politique, d'aller regarder ça, ça et ça. Donc, c'est pas très confortable comme posture de chercheur, parce que ça bouge tout le temps, mais pour autant, ça permet aussi d'avancer, là, au fil des années, en retirant les fils sur lesquels les acteurs professionnels ont commencé eux-mêmes à tirer pour aller voir ce que ça produit. On est à donc N plus 3, 4 quoi, à peu près de cette expérimentation-là, et du coup, je retire, moi, un certain nombre de thématiques. Alors peut-être que vous allez trouver ça un peu juxtaposé, mais j'ai essayé, avec ce qu'on m'avait dit de votre journée,
de retirer les thématiques qui me paraissaient le plus en lien avec les enjeux sur lesquels vous travaillez, vous. La première chose, premier point de cette évaluation, c'est de dire que Jacques Yon, qui n'aurait jamais dû prendre sa retraite, donc, avait vraiment raison sur la construction identitaire. Premier point. Alors, revenons à cet auteur qui il disait ceci, Jacques Yon, il disait on a connu une époque où on pouvait se construire un peu socialement et dans le collectif, parce que le fait de dire j'habite ici, ou je suis le fils ou le fils ou la fille de, ou j'ai telle appartenance statutaire, etc., ça disait déjà quelque chose sur l'individu. Je ne suis pas en train de vous raconter que la reproduction sociale, ça n'existe plus. Hélas, on y est toujours quand même un peu. Pour autant, on est quand même dans une société où le principe, je vais éviter de jargonner trop, mais celui-là il est important quand même, le principe d'individuation est important. Individuation, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'individualisation, mais c'est bien de trouver un processus qui permet de devenir un individu. Et moi, quand je dis un individu, j'entends, parce que c'est un peu ma culture de base, j'entends un individu épanoui, quelqu'un qui a envie de se tenir debout et puis qui sait pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a envie de dire. Et ce principe d'individuation, c'est d'aller trouver la force dans ces environnements de se faire reconnaître, puis de se saisir de ses capacités plutôt que de ses incompétences. Donc premier point que me conforte, que Jeunes en Trans conforte en tout cas dans mon point de vue de chercheur, c'est que oui, la construction identitaire des jeunes, peut-être que si j'avais travaillé sur les vieux, j'aurais dit à peu près la même chose, sauf que sur les jeunesses, on est quand même à un parcours, à un moment très, très singulier de leur vie. Cette construction identitaire est sans doute un préalable à tous les projets de jeunes. Si on n'est pas bien dans ce qu'on est, alors construction identitaire, ça vient toucher à des choses un peu intimes quand même, à de la confiance en soi, évidemment, à de l'estime de soi, à la capacité de dire non, à plein de choses qui forment l'individu, quoi. Si on n'est pas bien là-dessus, ou si on n'accompagne pas ça d'abord, on pourra toujours mettre à suivre un certain nombre de projets. Effectivement, ils seront sympas sur le coup, mais la pérennité de l'impact ne sera pas de même nature. C'est à la fois peut-être une évidence de le dire comme ça, et puis à la fois super compliqué, parce que beaucoup moins palpable que de l'évaluation d'action. C'est-à-dire que allez démontrer, vous, que vous avez travaillé à la construction identitaire des jeunes que vous accompagnez. Pas simple quand même, l'exercice est pas simple, qui plus est dans une société un peu frénétique du point de vue de l'évaluation, puis qui aime bien que les choses rentrent dans les cases et qu'on puisse les mesurer et les chiffrer. Ça marche pas bien, on chiffre pas bien l'estime de soi, mais en tout cas on sait, moi je l'affirme vraiment à la fois comme une conviction, mais comme quelque chose que je peux démontrer dans mes travaux, on sait que c'est une porte d'entrée obligatoire avant d'aller vers autre chose. Ce premier point, il vient toucher aussi à la question de la reconnaissance. Chez les jeunes qu'on a rencontrés au cours des plans d'action Jeunes en Trans, là auxquels je fais beaucoup référence, nous ont dit de façon absolument unanime qu'ils avaient vécu des expériences et que ces expériences-là étaient les premières vis-à-vis desquelles ils se sentaient écoutés, reconnus. Et là aussi, comme l'accompagnement, mais je reviendrai sur l'accompagnement après, ça mérite quand même d'être redéfini. Les projets éducatifs et pédagogiques regorgent de reconnaissance en termes de jargon aussi. Mais c'est bien aussi de se redire que la reconnaissance, c'est pas simplement l'écoute, quoi. Bien sûr que c'est l'écoute, sur une première marche. Mais après l'écoute, il y a aussi la capacité à entendre, à comprendre, à décrypter, à traduire, parce que la demande, c'est rarement le besoin, à éventuellement répondre, voire même à dire non, mais à donner après à la fois les conditions de la valorisation du projet et puis à être un peu en retrait pour accompagner la mise en œuvre du projet et donner en tout cas les conditions de la faisabilité de la demande. Cette question de la reconnaissance est centrale et c'est peut-être aussi celle qui permet à un moment cette fameuse construction identitaire dont je parle. Le deuxième enseignement concerne le concept d'accompagnement. Alors c'est un peu mon concept clé dans mes recherches, l'accompagnement. Je fais un peu une fixette sur l'accompagnement,
À la fois parce que j'y crois beaucoup, et puis à la fois parce que j'ai la faiblesse de penser que tous les accompagnements qu'on a pu donner, soit en tant que professionnel, soit en tant que parent, soit en tant que bénévole, à des gens, quels qu'ils soient, ne sont pas toujours complètement pertinents dans le respect qu'on a de l'autre. Et cette recherche, l'évaluation de cette recherche-action dont je parle, m'a permis de conforter l'idée que, à la fois, il fallait redéfinir le concept, et puis à la fois, il fallait prendre de la distance par rapport à ce concept-là. Alors, avec l'accord de Jacques Hion, il y a quelques années, Jacques Hion, il parlait d'engagement, lui, plus davantage, et il disait les engagements se sont transformés, et on est passé d'un engagement complètement inclusif à un engagement beaucoup plus distancié. Il appelait ça un engagement affranchi. Et moi, j'ai tenté un parallèle avec le concept d'accompagnement en disant on a connu une époque où, effectivement, les accompagnements étaient des accompagnements inclusifs, et on a besoin aujourd'hui, ou les jeunes ont besoin aujourd'hui, les jeunesses, dans toute leur diversité, ont besoin aujourd'hui d'un accompagnement qu'on pourrait nommer plus distancié, parce que se distancier, c'est à la fois admettre que sans nous, il se passe plein de belles choses, et puis à la fois revenir, avec toutes nos frustrations à ravaler, mais revenir quand ils ont juste besoin, et quelquefois ils ont besoin pour des choses très techniques. Donc c'est faire le pas de côté en se disant on viendra quand vous aurez besoin, mais on reste quand même à proximité raisonnable, avec des guillemets sur le raisonnable, pour être là si vous avez besoin de nous, mais pas de façon systématisée. Cette notion d'accompagnement distancié, c'est aussi sans doute le point de départ qui permet de réfléchir à la fois au collectif et à la fois à l'individuel. C'est une oscillation permanente, hein, c'est pas à vous, compte tenu de la composition de la salle, que je vais raconter ça, mais l'accompagnement des jeunes, on oscille de façon quasiment permanente entre le besoin du collectif et puis la reconnaissance de chacun des membres de ce collectif. Alors juste, je fais une petite parenthèse. Dans la dernière évaluation de Trans, l'année 2018, on est allé devant des jeunes pour avoir leur point de vue. On avait récolté celui des professionnels et des élus avant. Et les jeunes qu'on a rencontrés, une centaine à peu près sur les 3 territoires, nous ont dit ouais, alors les animateurs, bon, on sait hein, qu'ils sont obligés de faire comme ça, mais ils veulent absolument de la mixité. Et nous, on trouve ça carrément pénible. Ils n'ont pas dit pénible, ils ont dit bien pire que ça. La mixité, parce qu'on n'a rien à leur dire, nous, aux autres, là, on n'a pas le même parcours, on n'a pas... et on veut mettre de la mixité partout, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et là, quand on a ça dans l'évaluation, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien on s'assoit sur son propre projet d'éducation populaire en disant, je me suis trompé toute ma vie, c'est dur. Ou bien on se dit, là, peut-être qu'on est aussi en train de mettre des plus jeunes que nous dans des situations qu'on n'a jamais réussi à mettre en œuvre, nous les vieux, là. On n'est pas très fort en mixité sociale, hein, quand même. On a quand même des espèces de cloisonnements de métiers, des cloisonnements d'appartenance géographique, des filiations un peu costauds sur lesquelles on a du mal à revenir. Et en tout cas, je trouve que c'est intéressant pour la suite. Alors, j'ai plus de questions que de réponses. Hein. Peut-être que vous allez regretter l'invitation, parce que j'ai pas la réponse à ça. Mais en tout cas, de se dire, oui, on porte... je fais comme si on pensait tous la même chose. Peut-être que je me trompe complètement. Mais on a quand même plein de projets sociaux, médico-sociaux, éducatifs, culturels, qui portent la notion de mixité sociale, peut-être en ayant oublié que si on est convaincu de la mixité sociale, c'est parce qu'on a avant, au préalable, été un peu éduqué à la démocratie, et que là, il y a quelque chose sans doute à recreuser. Pour avoir envie de connaître l'autre, il faut donner une légitimité à l'autre et puis penser qu'il est intéressant, quoi. Là, les jeunes que j'ai entendus, alors pas tous, hein, du tout, mais trouvaient que l'autre, en l'occurrence, il n'était pas super intéressant, quoi. Bon, ça re-questionne sur la formation. Je viendrai après là-dessus. 3e point. Parti comme je suis, je serai là cet après-midi encore. 3e point, vous en avez parlé beaucoup et en discutant en arrivant ce matin, j'ai bien compris que c'était un enjeu fort de votre journée. L'évaluation que je mène aujourd'hui me fait dire que les portages individuels, professionnels, individuels, ou les portages de structures
ne peuvent pas être pertinents quand on tente de construire une réponse globale à des jeunes et que le portage collectif, la coordination locale partagée, est un point de passage quasi obligé pour pouvoir accompagner aujourd'hui de façon pertinente. Je dis aujourd'hui de façon pertinente parce que ça nécessite bien évidemment aussi la capacité à diagnostiquer les besoins de son territoire. Hein. Si on dit que les besoins ont bougé, ben, il va falloir réussir à les identifier. C'est tout un boulot aussi en amont que d'identifier ces besoins-là. Dans l'expérimentation PIA Jeunesse dont je parle là, sur les 3 territoires concernés, qui ont réussi de façon différenciée ce challenge-là, mais en tout cas, les coordinations jeunesse, qui étaient incarnées par des coordonnateurs, coordonnatrices jeunesse, se sont transformées en coordination partagée. Alors, on a des professionnels excessivement convaincus, des politiques un peu moins, parce qu'à un moment, c'est sortir de sa zone de confort aussi que de partager la coordination locale, mais en tout cas, dans la transformation des politiques publiques et dans la capacité à penser l'accompagnement des jeunes autrement, pour moi, c'est un point de passage obligé. Pour une raison qui revient aussi à ce que j'ai dit précédemment, c'est pour ça que je posais les postulats de Jacques Llon avant mon propos, simplement qu'on détient tous sans doute une représentation d'un petit bout de jeunes, parce qu'on l'a vu à la mission locale, et puis parce qu'on l'a vu en classe, ou bien parce qu'il est venu solliciter l'animateur pour un voyage ou un projet. Mais tant qu'on n'aura pas pris soin de combiner finalement ces différentes représentations, quitte à se friter à un moment, hein, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes projets éducatifs dans les structures. Là, on est bien sur de la différenciation structurelle, institutionnelle. En tout cas, cette combinaison, ce portage collectif, pour moi, fait partie des points de passage obligés dans le domaine de l'accompagnement des jeunes. Alors, c'est un peu comme l'estime de soi. C'est pas très palpable et ça prend du temps. Peut-être que c'est là aussi la difficulté à faire travailler de concert les institutions, les politiques, les professionnels et les jeunes, parce qu'on n'a pas les mêmes temporalités ni les mêmes besoins d'immédiateté. Mais en tout cas, ces coordinations locales, aujourd'hui, font la preuve de leur efficacité. Je ne parle pas d'efficience, hein, je parle bien d'efficacité en termes de lien entre des objectifs et puis des besoins identifiés sur les territoires. Mais elles ont demandé de l'interconnaissance. Vous avez évoqué la notion de réseau depuis que je suis là. En tout cas, ce matin, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Les territoires sur lesquels je travaille aujourd'hui travaillaient en réseau depuis très très longtemps. Et puis, le fait de se mettre autour de la table en coordination partagée, donc en prise de décision partagée, on fait le constat que la notion de réseau, tant qu'on n'a pas creusé l'interconnaissance et la capacité à dire, à verbaliser son projet à l'autre, et puis à faire l'effort de comprendre le projet de l'autre, ça reste de la connaissance, de la convivialité, hein, mais c'est pas forcément de l'interconnaissance au sens du portage collectif, quoi. Donc oui, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande aussi une capacité des uns et des autres, représentant les structures que vous représentez, à mettre des mots sur son projet pour savoir ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, je veux bien partager ça, et ça fait partie de mon identité, et je ne voudrais pas que ça soit bafoué, quoi. Attention, hein, le portage collectif, c'est surtout pas de la fusion et de la confusion de rôles. On n'est pas dans les mêmes perspectives, on n'est pas dans les mêmes postures, on n'est pas dans les mêmes métiers, mais pour autant, ce partage-là, il garantit notre capacité collective à accompagner un individu en tant que quantité, en tant que globalité. 4e point, la question du pouvoir d'agir. Alors, je vous l'ai dit presque en le posant en amont, c'est un concept moi, auquel je suis attachée. Pourquoi ? Il est un peu à la mode. C'est pas pour ça que j'y suis attachée, mais parce que ça fait très longtemps, hein, que Lacan disait déjà, si je me mets dans la tête de l'autre, l'autre il n'aura plus de place pour penser, pour réfléchir, pour avancer. Le pouvoir d'agir, c'est un peu ça. On peut toujours définir en 4000 objectifs et sous-objectifs ce qu'il faut que l'autre fasse, l'autre, le jeune, ou les enfants, ou les usagers, ou les habitants. Il faudra toujours, à un moment ou à un autre, que la personne, en tant qu'individu, en tant que sujet, puisse être décideur de sa propre destinée.
Et le pouvoir d'agir, c'est un peu ça, c'est à la fois donner aux uns et aux autres, quel que soit leur statut et quel que soit leur âge, des compétences pour comprendre leurs émotions et leurs envies, et puis à la fois les convaincre qu'ils ont leur mot à dire sur leur chemin de vie, sur leur trajectoire sociale, et qu'on ne peut pas faire ça à la place. Mais pour ça, il faut absolument sortir aussi d'une société qui a bien plus de facilité, je pense qu'on a tous des exemples qui nourrissent ça, une société qui a bien plus de facilité à nommer les incompétences des uns et des autres, à nommer leurs échecs, qu'à dire leurs capacités. Et c'est aussi toute une inversion finalement de posture en disant, bah ouais, alors là effectivement le bac ça n'a pas été du tout, l'insertion professionnelle c'est fiasco, etc. Mais là il y a pour autant quelque chose que tu as envie de faire et pour ça il y a forcément j'en sais rien de quoi, des émotions, des compétences à travailler, des choses qui sont moteurs en tout cas pour pouvoir aller vers son propre destin. Le pouvoir d'agir, c'est pas un concept très compliqué, hein. C'est à la fois la capacité d'identifier ce qui est important pour chacun d'entre nous, et puis à la fois la capacité à mettre en œuvre un environnement facilitant ou favorisant la mise en œuvre de ces éléments importants dans nos parcours. Étonnamment, les jeunes qu'on a accompagnés et qu'on a rencontrés dans le cadre de l'évaluation, ils mettent un certain temps, ils ont besoin d'un certain recul pour réaliser ce qu'apporte cette capacité à agir. Ça vient presque dans le discours, quoi. En disant, bah ouais, non, c'était le projet de l'éduc un peu. Hein. Enfin, c'était pas complètement le projet de l'éduc, parce qu'il nous a amenés dans la salle et puis il nous a dit quand même, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et puis on les voit reconstruire finalement les types d'accompagnement qui ont été mis en œuvre et dire à la fin, 3 mois après, ouais, non, on a eu le pouvoir quand même. On a eu le pouvoir de rester, de ne pas rester, c'est déjà un sacré pouvoir. On a eu le pouvoir de dire non, on a eu le pouvoir d'aller voir les acteurs ou les professionnels qu'on avait envie d'aller voir, etc., etc. Et ça se décline sur, finalement, les modalités, comment on reprend le pouvoir par rapport à des institutions qui, quelquefois, nous le confisquent, par rapport aussi à des jeunes qui ont des expériences, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, et qui, hélas, sont sans doute pléthores dans notre société, des jeunes qui ont des expériences de cumul d'échecs, quoi, qui se sont fait jeter de pas mal d'endroits et qui finalement regardent les institutionnels, les professionnels, les parents quelquefois même, avec une certaine défiance en se disant on veut pas de moi, où je vais aller, quoi. Des jeunes qui sont capables de dire bah, nous c'est compliqué parce qu'on dérange partout. Une société inclusive, c'est évidemment pas une société où on dérange partout. Je sais plus à combien j'en suis, 4, 5, 5e point. Portage politique. Portage politique et portage institutionnel. Ce que je suis en train de vous raconter là, moi j'y crois beaucoup, sinon je ne vous le dirai pas, mais mes démarches évaluatives me font dire en tout cas qu'on est dans une impossibilité de rendre ça pérenne si on n'a pas effectivement un projet politique fort derrière et un soutien institutionnel fort. Alors, ça veut dire quoi un soutien politique? Moi, j'ai été élue dans une autre partie de ma vie. Ça ne suffit pas de dire qu'effectivement, on soutient les initiatives de jeunes ou qu'on soutient les jeunes. Mais un portage politique, c'est aussi donner de la place, faire de la place et estimer que la parole est légitime. Et là, on se rend bien compte que pour que les choses perdurent au-delà de l'expérimentation pays à jeunesse, il va falloir reformater et reformaliser aussi ce qu'est un projet politique jeunesse. Un projet politique qui se donne, qui se met aussi en déséquilibre pour dire, ben voilà, nous, la jeunesse, qu'on voudrait bien accompagner dans les années à venir. On a des démonstrations brillantes actuellement hein, de la façon dont la jeunesse est en train de nous faire la démonstration que la société qu'on lui laisse ne fonctionne pas à tout point de vue et qu'eux ont des bonnes idées pour la faire mieux fonctionner. Si tant est qu'ils soient encore suffisamment de temps pour la faire encore fonctionner. Mais le projet politique, c'est d'être capable aussi d'accepter cette espèce de déséquilibre, d'accepter cette espèce de carte blanche à dire, ben, ok, on n'a pas su faire, par contre, on garde une posture éducative et donc on va vous accompagner dans nos propres incompétences. Pas facile.
C'est comme quand on est de mon âge et qu'on a des enfants qui, quand ils ont été petits, nous ont expliqué comment allumer l'ordinateur parce qu'ils étaient beaucoup plus compétents que nous, quoi. Ça parle à certains qui doivent être de ma génération, où on dit oh, bon alors est-ce qu'on est encore éducateur quand on ne sait pas faire marcher la machine ou est-ce qu'on les laisse faire parce que vraiment de toute façon on ne sait pas l'éteindre le machin. Bon, c'est trivial peut-être maintenant cet exemple-là et c'est un peu dépassé, mais pour autant le propre de l'éducation et le portage politique dont je parle là sont bien des paramètres qui font que ça nous oblige à constater nos échecs, mais pour autant, ça ne nous démobilise pas du nécessaire accompagnement à suivre. Cinquièmement, non, sixièmement, le point suivant, quoi. La question des logiques de formation. Ma feuille d'après, c'est ma conclusion. Rassurez-vous, je vais m'arrêter. La question des logiques de formation. Si on repense, si on se permet de rêver à l'innovation en matière de politique jeunesse, si on pense collectivement que l'accompagnement mériterait d'être redéfini avec son étymologie, accompagnement, c'est pas rien, quoi. Accompagnement, c'est le A c'est la direction que ça donne, le con avec, la posture, d'être à côté d'eux plutôt que de tirer vers le haut ou vers le bas, d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis panis du pain, du contenu, quoi. Donc ça veut bien dire quelque chose, quoi. Si effectivement on imagine qu'on puisse aller vers une redéfinition des postures et des pratiques nécessaires à un véritable positionnement d'accompagnement, sans doute que ça nous oblige aussi à repenser les formations des travailleurs sociaux, les formations des animateurs, les formations des élus, les formations des bénévoles, mais en tout cas, le propre d'une formation qui permettrait d'aller vers ce que je raconte là, c'est pas une formation très technique, c'est une formation très humaine. C'est sans doute réfléchir à l'impact de nos mots sur l'autre, sans doute réfléchir à l'empathie dont il faut faire preuve pour se dire que l'autre il a la parole tout le temps et qu'on peut aussi tenter de lui permettre d'exprimer ses envies et ses émotions sans les cantonner à une voie d'orientation ou un projet X ou Y qu'on avait imaginé à la place d'eux, etc., etc. Alors, à contre-courant un peu ce que je raconte là, puisque moi je suis universitaire et qu'on nous explique quand même nationalement aujourd'hui que les travailleurs sociaux doivent passer par l'université pour être de bons travailleurs sociaux. Je ne vais pas cracher dans la soupe de mon institution, mais en tout cas, je ne garantis pas le résultat du travail social, je dis bien. Attention, quoi. Attention à ça. Moi, je crois beaucoup à l'expertise de terrain et pas forcément à l'expertise conceptuelle. Et je pense que tout ne passe pas forcément par un M2 pour aller rencontrer des gens, quoi. Donc, je pense que là aussi, il n'y a que les acteurs du terrain qui sont susceptibles d'identifier, de diagnostiquer les besoins, qui sauront dire ce qu'ont besoin les autres là qui arrivent sur les métiers. Mais en tout cas, pour moi, il faut revisiter les contenus de formation. Et finalement, j'avais dit que c'était la dernière, mais il m'en reste 2-3 derrière quand même. Non, je voulais juste, après je me tais, je voulais juste quand même finir par quid de l'innovation finalement dans tout ça, puisque c'était bien la thématique sur laquelle j'avais ouvert la première porte, innovation, accompagnement. J'ai essayé de comprendre depuis un certain nombre de temps ce qu'il y avait dans cette espèce d'envie de tout le monde d'innover. Et je me dis, l'innovation, si c'était faire table rase du passé, c'est quand même super douloureux pour tous ceux qui ont fait depuis des années et des années tous les efforts du monde pour pouvoir faire bien leur métier ou faire bien les accompagnements. Alors je ne crois pas que ce soit faire table rase du passé, je crois surtout que c'est montrer de l'objectivité et de la capacité de remise en question pour se dire ce qu'on a fait à une époque c'était plutôt adapté, sans doute. Les besoins des jeunes comme les besoins de tout le monde connaissent des transformations
aussi rapide que les mutations sociétales. On connaît des lames de fond, là, quand même. Hein. On rencontre, en tout cas, des lames de fond, peut-être à tout point de vue. On est dans des situations sociales qui sont complexes. Et la question sociale, en tant que telle, est une question éminemment complexe. On ne peut pas la simplifier. Enfin, on ne peut pas la découper en petits morceaux pour faire des réponses simplistes à des petits bouts. C'est pas possible, ça, pour moi, en tout cas. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il faille faire table rase du passé, mais j'ai l'impression que penser innovation, c'est par contre ouvrir des espaces de créativité et permettre surtout aux uns et aux autres de penser leur démarche différemment. Je ne suis pas très convaincue que les objectifs, les finalités, l'idéologie même de l'éducation populaire, par exemple, je ne crois pas qu'elle ait changé beaucoup. Je crois que l'émancipation, c'est toujours un cap qu'on se fixe quand on s'intéresse de près ou de loin aux questions de jeunesse, que ce soit dans leur formation scolaire ou dans leurs activités de loisirs ou dans l'accompagnement de leur santé. Mais je pense par contre que les professionnels ou les élus ont besoin de penser différemment leur cheminement pour parvenir à ces objectifs-là. Et je crois vraiment que transformer les postures, c'est aussi garantir qu'elles puissent être plus valorisantes et puis qu'elles puissent être moins enfermantes, peut-être. Et je vais, ça fait 3 fois que je le dis, conclure là-dessus. Ce qui me fait me permettre de vous dire tout ça, c'est parce que je crois que il y a bien une conviction que je porte depuis très longtemps, c'est qu'on ne peut pas marcher dans les traces préformatées des autres, quoi. Et on ne peut jamais penser à la place de l'autre. Alors, on a des dérives là-dessus quand on dit à nos enfants que vraiment ce qu'on fait pour eux, c'est pour leur bien. Bon, il y a des fois c'est un peu discutable, mais ils sont pas là, donc on peut continuer à le dire quand même. Pour autant, je crois que c'est important dans une société si plurielle, si fragile qu'elle est, dans des espaces où le lien social est malmené depuis longtemps déjà, de se redire que l'autre, quel que soit l'autre, il a le droit de penser, il a le droit de dire, il a le droit d'agir, et que pour qu'il puisse mener tout ça à bien, qui plus est quand on est jeune et qu'on est donc en phase de construction identitaire, on a besoin d'être accompagné un peu à distance et de façon bienveillante. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas bien ce qui se passe, mais si, vous avez la parole. Vous avez déjà fait des questions-réponses? J'ai rien fait, j'ai fait que parler. On vous invite tout de suite, si vous avez des questions, à poser à Laurence Davos-Lamour. Et je vais faire passer les micros. J'ai un deuxième micro en réserve. Excusez-moi. Bonjour. Je me présente rapidement. Julien Caquino, moi je suis nouvellement éducateur de rue pour la mairie de Granville. Ce qui est assez étonnant, voilà, dans une petite municipalité, dans une démarche assez globale et toujours en construction. Moi, ce qui m'étonne, au-delà de votre intervention, qui est en complément de ce qui a été présenté ce matin, c'est ma sensation de travailler auprès d'un public non spécialisé, je vais le dire comme ça, du tout venant, du tout existant, et d'avoir quand même l'impression que nos organisations différentes, là en l'occurrence nous le service public local, commencent à devoir se réfléchir un peu comme le travail spécialisé dans les institutions. Je m'explique rapidement. Ah oui, pardon, je ne parlais pas. Voilà. Je m'explique rapidement tout ce qui est pouvoir d'agir, comme vous le dites. C'est effectivement au-delà des thèses, des pratiques qui évoluent dans le médico-social, notamment depuis quelques années.
qui arrivent tranquillement dans la culture, comme vous le faites là ce matin, mais qui globalement ne sont pas très portés, je trouve. Effectivement, ça soulève un regard sur la notion d'individu qui demande, je pense, avant d'être mis au travail, d'être vraiment réfléchi en chacun, quoi. Et c'est très compliqué pour moi, là, dans mes premiers mois d'exercice, d'effectuer des diagnostics professionnels précis et d'arriver à m'en faire comprendre des décisionnaires. Voilà. Vous parliez de l'évaluation. Effectivement, il y a des choses qui sont difficilement quantifiables, qui mettent du temps, qui peuvent ne pas apporter quelque chose de directement très positif à une communauté, mais qu'il est important de se dire. Voilà, on a effectivement une jeunesse qui évolue très très loin des modèles qu'on a connus, sur plein de dimensions. Et moi je trouve intéressant un événement comme celui-ci, l'intervention de vous, madame, en tant que docteur en sociologie, pour apporter cette dimension un peu élargie de notre tableau global, quoi. On fait tous des choses de manière différente, mais on a le même objet de travail, je crois. Ouais, moi, je ne suis pas très étonnée que ce soit difficile à être... Enfin, c'est difficile de le porter. Parce que peut-être qu'on est tous un peu pareils et que quand on a le sentiment d'être dans une zone plutôt confortable et de faire plutôt pas mal son travail, c'est compliqué finalement de se dire il faut remettre ça en cause pour faire autrement. Pourtant, les concepts dont je parle, ils ne sont pas nouveaux, hein. Il y a des gens qui portent ça depuis vraiment longtemps. Mettre ça réellement au travail, c'est aussi aller à l'encontre des instincts un peu identitaires de nos métiers. Quand on fait de l'éducation dans la rue, par exemple, on défend une certaine posture de l'éduc-spé, qui n'a pas croisé, ou très peu, la logique des animateurs depuis qu'elle a été reconnue professionnelle. On a beau, je crois qu'on est nombreux à être convaincus de la nécessité d'eux, mais entre cette conviction-là et puis le fait de passer à l'acte, si je puis dire, en disant bon bah alors qu'est-ce qu'on a de commun dans nos métiers et qu'est-ce qu'on n'a pas de commun qui nécessitera à un moment ou à un autre que un tel passe le relais à un tel, c'est effectivement prendre le risque que les structures deviennent complémentaires, et c'est d'autant moins facile dans un contexte qui a fragilisé aussi et les collectivités territoriales et les associations. Moi, je travaille avec des assos qui me disent, ben oui, mais avec des assos ou avec des structures qui me disent, si on n'a pas le nombre de jeunes qu'on a d'habitude et qu'on les passe aux voisins, parce qu'effectivement son approche sera plus pertinente, on risque de ne pas pouvoir rendre des bilans tels qu'on devrait les rendre. Donc on est en train finalement de jouer contre notre propre camp, hein, en se disant que si on ne porte pas, nous, cette innovation dans la façon d'accompagner, on sera de moins en moins pertinent avec les jeunes, et puis on leur fera passer de très bons moments certainement, mais on aurait pu globaliser bien plus finalement cette approche. Malgré tout, je comprends que ce soit des postures difficiles, vraiment difficiles, et c'est encore plus difficile quand on a pris l'habitude, en tant que jeune ou en tant qu'autre chose, de se plier à ce qui nous est proposé. Finalement, le pouvoir d'agir, là aussi, hein, c'est comme l'autonomie, quoi. Ça se décrète pas et ça s'apprend et ça se développe au fur et à mesure de la capacité de l'autre à nous dire qu'on est en capacité d'agir nous-mêmes, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je distribuerai le micro. Une autre personne? Quelqu'un veut intervenir sur une expérience personnelle? Bon. Très bien. Ah, merci Virginie de m'aider à meubler. Moi, je voudrais réagir sur la notion de temps. On est dans un contexte aujourd'hui tous. Il faut que nos structures nous permettent de travailler tous ensemble
pouvoir prendre le temps de travailler tous ensemble. J'ai beaucoup aimé la coordination partagée. Hein. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on n'existe plus individuellement ou par structure, hein, que ce soit institution, association, individu. Et la notion de reconnaissance est importante aussi. Hein. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le réseau, c'est d'abord reconnaître chacun dans ce qu'il fait pour qu'il ne se sente pas en danger quand il partage avec d'autres. Et donc voilà, la notion de temps, elle est vraiment mise à mal aujourd'hui, de permettre aux gens de travailler ensemble. Elle est mise à mal un peu comme c'est difficile de négocier dans les différentes instances, dans les différentes structures, la mise à disposition d'analyses de pratiques professionnelles. Hein, c'est un peu la même chose, mais collectivement, on porte peut-être aussi une responsabilité là-dessus. C'est qu'à un moment, on est tous pris par nos quotidiens. Et si ce temps partagé, on le construit pas ensemble, et si on le négocie pas avec les financeurs et avec les élus, eh ben, on prend le risque de saucissonner les jeunes en tranche là, verticale ou horizontale, peu importe. Mais cette nécessité de trouver du temps, plus ça va, plus moi j'ai envie de dire, ça ne peut plus être un prétexte, quoi. Alors effectivement, les coordinations partagées dont j'ai parlé, la première année, tous les professionnels disaient c'est chronophage, quoi. On y passe un temps fou, on est obligé de revenir, à chaque fois qu'on fait une proposition, on est obligé de revenir sur pourquoi on l'a fait, dans quel contexte elle s'inscrit, avec quelle connaissance, avec quel filtre perceptif pour les jeunes qu'on accompagne, etc., etc. Et au bout de 3-4 ans, ils sont unanimes à dire que finalement, ils ont gagné autant de temps qu'ils en ont perdu sur la première année, parce que les jeunes viennent leur dire qu'ils ont gagné, eux, du temps, quoi. Donc, oui, si on voulait ne jamais trouver de temps pour rien, on trouverait toujours des bons prétextes pour dire on n'a pas le temps de. Ce temps-là, si on ne le prend pas, il ne sera jamais reconnu, quoi. Donc finalement, moi je crois que rentrer en résistance aussi par rapport à la pertinence de tout le travail humain qu'on peut mettre en œuvre, c'est aussi obliger à dire qu'on ne peut pas faire les choses dans une logique uniquement de dispositif, et dans une logique de cases à remplir, quoi. Alors on a en plus des rapports nationaux qui nous... je pense à Antoine Dulin notamment, qui a publié il y a quelques années, 3 ans, ouais, un rapport qui s'appelle... un rapport ministériel qui s'appelle « Arrêtons de les mettre dans des cases ». Je pense qu'il faut aussi que dans les différents métiers, on puisse se décaler et puis arrêter de se noyer derrière ce temps qu'on n'a jamais et qu'on n'aura jamais plus. Mais après, il y a aussi une histoire de priorité, de choix, et bien évidemment, on a là des élus, et je pense aux élus associatifs autant que je pense aux élus municipaux, des élus qui ont besoin d'être convaincus de cette nécessité de prendre du temps. Moi, je crois beaucoup à la posture du professionnel comme étant aussi médiateur ou formateur de ces élus. Quand on arrive en tant qu'élu, on a de très belles intentions, mais pas forcément une connaissance de terrain fine. Et ça ne peut être que porté par les professionnels que de dire ce temps-là, il est prioritaire pour telle et telle raison. Après, je crois que c'est sans doute aux uns et aux autres aussi de se former sur l'argument qui permet de convaincre, quoi. J'avais une question justement sur ce que vous venez de dire sur les dispositifs. Est-ce qu'on est une société où on empile les dispositifs, notamment sur la jeunesse? Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est un levier pour travailler? Et ma deuxième question subsidiaire, est-ce que les réponses telles que les PESL ou les PEDT sont des réponses adéquates pour peut-être travailler de façon plus transversale que dans le cadre de dispositifs? J'ai pas envie de répondre en termes d'obstacles ou de leviers parce que j'ai envie davantage de répondre en termes d'outils. L'outil, il est toujours ce qu'on en fait. Et je crois qu'on s'est fait, en tout cas dans les politiques publiques de jeunesse, et je dirais ça assez facilement aussi des politiques publiques de santé, sur lesquelles je travaille plutôt sur l'échelon universitaire. Je crois qu'on s'est fait piéger nous-mêmes par nos propres outils,
qui n'ont plus la place qu'ils devraient avoir, mais les dispositifs en tant que tels deviennent presque des projets. Et à partir du moment où le dispositif devient une finalité, oui, c'est un obstacle majeur. En tout cas, je pense qu'il n'a rien à faire là. Alors ça demande aussi, je parlais de résistance tout à l'heure, mais j'en suis encore là. Je pense que les professionnels ont besoin du coup d'affiner leur lecture des dispositifs, peut-être pour leur tordre le cou et rester dans les clous tout en l'utilisant à bon escient. C'est pour ça que je dis le dispositif, il est toujours ce qu'on en fait. Enfin, c'est comme l'ordinateur, quand on dit c'est l'ordinateur qui veut pas, ah ben oui, enfin, l'ordinateur il s'est pas inventé tout seul, et le dispositif pareil, bien sûr qu'il en faut. On a besoin de moyens, donc on a besoin d'outils, enfin on a besoin d'outils, donc on a besoin de moyens, je sais pas dans quel sens il faut le dire. Mais pour autant, oui, je crois qu'on a empilé les choses. On a empilé les choses parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas, en tout cas, à la hauteur d'ambition globale. Donc, je continue à croire beaucoup qu'on a besoin d'outils. Mais si ces outils-là, il faut qu'on se les crée en fonction des besoins identifiés, et non pas l'inverse. On ne peut pas, a posteriori, faire rentrer des besoins dans des dispositifs qui auraient été conçus par d'autres que les usagers. Donc je crois qu'il n'y a qu'une façon de faire dans ce registre-là, c'est la co-construction, la coélaboration des dispositifs qui seraient pertinents pour pouvoir travailler. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer. Dans les coordinations partagées dont j'ai parlé, il y a à la fois des animateurs jeunesse, des éducs, les missions locales, des associations plutôt autour de l'accompagnement psychologique des uns et des autres, les PAEJ, l'information jeunesse, etc., etc. On a sur le territoire l'Orienté des acteurs de la mission locale du Pays de Lorient qui ont étudié dans toute la finesse de l'entreligne le dispositif Garantie Jeunes et qui ont une lecture et une utilisation de ce dispositif qui leur a permis non plus d'être dans un accompagnement individualisé des jeunes, mais de créer des collectifs. On en est je crois que c'est le 6e qui est créé depuis 3 ans là maintenant, des collectifs qui sont accompagnés du coup collectivement et qui ont repris la main sur leur parcours d'accompagnement. Ça a donné des choses remarquables. C'est eux notamment qui ont dit que la mixité quand même c'était compliqué parce que s'ils étaient tous dans la panade à l'entrée dans leur collectif, ils se comprenaient beaucoup mieux. Mais au-delà de l'anecdote, ces collectifs, ils ont trouvé une espèce de force dans l'expérience collective qui les a amenés à se dépasser aussi pour aller rencontrer des entreprises, pour aller dans des endroits où ils n'auraient pas imaginé aller, pour prendre des initiatives qu'individuellement ils n'auraient pas, sans doute, probablement pas prises. Et quand je disais tordre le cou au dispositif, cette mission locale, elle ne s'est pas mise hors du cadre, hein. Elle est restée dans son cadre, mais elle a donné une lecture différente au dispositif en argumentant le fait qu'elle avait besoin de ce dispositif-là pour permettre la création de ces collectifs. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi très bien du côté de l'évaluation de la structure en interne. Oui. Ah oui, alors, par contre, je crois beaucoup... Je croyais à l'époque beaucoup au PEL, j'y crois toujours. Je crois beaucoup à ces dispositifs qui à la fois en sont, mais qui sont aussi plus larges et qui sont d'abord du partage politique. J'ai fait partie des gens qui ont défendu énormément la réforme des rythmes scolaires, celle de 2013, parce que je la défendais au regard... Avant d'être sociologue, j'étais psychologue. Et du coup, je la défendais au regard de la connaissance de l'enfant et des besoins de l'enfant. Et je pense que donner à un territoire, quelle que soit sa dimension, la capacité de se doter d'un projet éducatif de territoire, pas d'un projet copier-coller, hein, d'un projet travaillé en interne et co-construit par les acteurs de ce territoire, je pense que ça donne une possibilité d'agir de façon beaucoup plus pertinente que ce qu'on pourrait faire autrement. Oui, ces réponses-là, j'y crois beaucoup. Oui. Le déroulement de votre propos, du moins je l'ai compris ainsi, s'est déroulé sous 2 angles.
celui sous l'angle professionnel, j'entends le métier, et sous l'angle politique. Donc dans cette recherche de globalité, de transversalité que vous avez bien souligné, il me semble qu'il y a une autre sphère, un autre acteur, un autre éducateur qu'est le parent. Donc quelle place, quel rôle donnez-vous aux parents dans cette ambition d'accompagnement des jeunes, et comment donc associer le parent à ces dynamiques de coéducation, toujours sous l'angle de l'accompagnement? Place essentielle, pour moi ça peut pas se faire. Enfin, je ne comprendrais pas une politique jeunesse qui soit une politique qui exclut la sphère familiale, parentale. Donc place essentielle, sans superposition. Donc j'ai exactement la même logique vis-à-vis de cette sphère-là que vis-à-vis des autres, avec peut-être une spécificité du public auquel on s'adresse là. La construction identitaire, elle passe aussi par une espèce de distanciation possible de la sphère familiale. Je dis bien distanciation, hein, je dis pas, je dis pas remise en cause, si, un peu aussi, mais en tout cas, généralement, on quitte, on s'éloigne pour mieux y revenir. Et dans cet éloignement-là, on a besoin d'une espèce d'altérité qui nous permet de comprendre ce qui s'est joué dans la sphère familiale. Alors, ils sont assez étonnants d'ailleurs, les jeunes, parce qu'ils trouvent quand même, globalement, là, je ne sais pas si c'est la maman ou la sociologue, mais qu'on est les pires parents du monde, et puis ils font tout pour dire qu'on est les pires parents du monde, et puis quelques années, quand on les voit grandir, voire vieillir, on a l'impression de se revoir à la même époque, et ils font à peu près tout ce qu'ils s'étaient juré qu'ils ne feraient jamais, et on est tous passés par là quand même, de s'entendre dire à nos propres enfants ce qu'on s'était juré qu'on ne dirait jamais, que nos propres parents avaient prononcé. Donc cette sphère-là, elle est fondatrice, dans le sens où elle vient redire des valeurs essentielles, et ces valeurs-là, elles ne sont pas universelles, elles sont ciblées sur un mode éducatif, sur ce qu'on a choisi d'être collectivement. Par contre, cette sphère-là, comme les autres, elle est traversée par des mutations fortes, qu'on a sans doute inédites, qu'on n'a jamais connues, et elle mérite aussi qu'on s'intéresse au sens même du faire famille, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire faire famille? Comment on vit sa jeunesse dans une famille qui elle-même est dépassée par sa propre vulnérabilité, par sa précarité? Comment on fait pour vivre sa jeunesse quand finalement on est dans cette famille-là presque parentalisée sur un certain nombre de registres? Donc c'est pas la sphère la plus facile. À la fois c'est la sphère la plus évidente pour dire on ne remplacera jamais les parents. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas penser à la place de l'autre. Et je pense que ces parents, si vulnérables soient-ils, et que je lutte pour qu'ils ne soient pas considérés comme démissionnaires, je pense qu'ils ont vraiment toute leur place. Mais je crois aussi que si on veut pouvoir travailler correctement avec des parents, il faut qu'il y ait les deux choses en parallèle, c'est-à-dire comment on soutient ces fonctions parentales mises à mal quelquefois, comment on permet à des parents de garder leur posture de parents alors même qu'ils sont bousculés par des institutions qui leur démontrent par X et un indicateur qu'ils sont de mauvais parents. Comment on fait pour réhabiliter ça, quoi? Comment on fait pour ne pas déposséder? Donc je partage votre réflexion sur le fait que cette sphère-là, elle est importante, essentielle, mais dans les logiques de formation dont je parlais tout à l'heure, peut-être que c'est important aussi de réfléchir à tout ce qui est fait pour faire croire aux parents qu'ils ne sont pas tout à fait légitimes à être là où ils sont, quoi. Vous parlez des parents, vous parlez des politiciens, ceux qui nous donnent des financements la plupart, ou qui disent il y a une politique jeunesse, il faut que ce soit comme ça. Est-ce que c'est où est la place du jeune? Parce qu'on veut faire des choses pour la jeunesse, mais est-ce que ce sera peut-être un moment que les jeunes participent de la construction de tout ça? Après tout, c'est pour eux qu'on va travailler, c'est pour les aider à devenir, les accompagner dans la vie adulte et dans la vie associative, ainsi que les futurs dirigeants peut-être de ce monde. Donc, où est la place de tout ce qu'on
on met en place la place du jeune, l'associer pour moi, c'est important. Je vais pas là-dessus dire grand-chose de plus que ce que j'ai essayé de démontrer, mais en tout cas, la place du jeune, elle ne sera jamais là où les moins jeunes ont construit l'espace, quoi. Là aussi, je vais illustrer. Je ne sais pas si c'est pareil sur votre département que sur le Finistère, où moi j'ai mon bureau d'études, mais sur le Finistère, on voit fleurir dans plein de communes un dispositif qui s'appelle Argent de poche et qui initialement est un dispositif qui relève de la politique de la ville, hein, avec des objectifs, des finalités très précises. Argent de poche, c'est en train de prendre une ampleur terrible. On a un peu oublié le cadre et tout le monde a l'air de s'en ficher royalement. Et la finalité annoncée de ces collectivités qui se mettent dans ce dispositif est de dire c'est un dispositif de participation à la vie locale. Ok. Peut-être que là où on oublie les choses, c'est que oui, on a plein de jeunes, plein de jeunesses diverses qui sont en capacité de s'inscrire là où on leur demande d'être. En l'occurrence, en milieu rural, il y a quasiment tous les dispositifs argent de poche qui demandent aux jeunes de nettoyer les allées des cimetières, parce que comme il n'y a plus de pesticides, il y a plein de mauvaises herbes. Donc les jeunes, pour 15 € de leur demi-journée, vont nettoyer les allées des cimetières. Je lutte farouchement, moi, pour que la participation soit autre chose que ça. Que la participation parte bien de la place que les jeunes ou le jeune a envie de prendre dans une société. Sauf que ça aussi, ça s'accompagne, quoi. Et c'est pas vrai que pour les jeunes. Nous, dans nos vies citoyennes, on a cheminé avant de s'autoriser à dire moi je veux faire ça ou je veux pas faire ça, et avant de dire non, avant de dire oui. C'est un vrai apprentissage. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure d'apprentissage démocratique. Prendre la parole, c'est pas un exercice facile. Dire qu'on a envie de participer localement, d'agir là où on vit, c'est pas un exercice facile. Et c'est encore moins facile quand on a face à soi des instances de moins jeunes qui sont susceptibles de dire avec un demi-sourire « Ouais, bon, ça, allez, on a essayé, nous aussi, ça marche pas, donc tu peux essayer, mais tu vas t'épuiser, quoi. » Et on entend ça trop souvent, je crois. Alors que je suis convaincue quand même, et c'est pour ça que je disais l'actualité, elle est criante quand même là-dessus, hein, qu'on a aujourd'hui des jeunes qui, évidemment, ne fonctionneraient pas comme on l'a fait, mais pour autant ont des idées, des savoir-faire différents et des propositions qui sont tout aussi légitimes que celles qu'on a pu avoir. Après, ça ne met pas en cause du tout la place de l'accompagnateur. C'est-à-dire que c'est une autre place, tout aussi légitime, tout aussi nécessaire, mais qui laisse davantage de distance entre la proposition et la réaction, quoi. Donc c'est moins enfermant. Mais la question de la participation, qui est aussi un concept très à la mode quand même, hein, tant qu'elle sera une espèce de participation j'appelle ça de la participation fantoche, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, hein, mais tant que ce sera juste vous participez, mais surtout vous n'allez pas plus loin que la ligne qu'on vous a donnée, vous participez dans le conseil municipal des jeunes, mais surtout ce conseil municipal, il faut qu'il fonctionne comme le conseil municipal des vieux, sinon ça ne va pas marcher. Et ben pour moi, ça, c'est pas de la participation. Moi, j'avais une question par rapport à quelque chose qui est devant nous, qui s'appelle le service national universel. Et à la lumière de ce que vous venez de dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, selon vous, quelles seraient les conditions de réussite à faire que cette intention qui est exprimée à travers justement cette expérience de mixité sociale pour toute une génération, vous y avez fait allusion dans votre propos, et moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir selon vous quelles seraient justement les conditions de réussite pour rendre ce dispositif, parce qu'on parle bien de dispositif, et en faire finalement un projet, et un projet qui puisse aussi être intéressant à l'échelle des territoires. Alors pour moi, la principale condition serait
de repenser de façon radicale sa mise en œuvre. Je crois que ce service national universel, il a d'universel que le nom, parce qu'on n'a pas des jeunesses universelles, et qu'il a posé un faux postulat de départ qui ferait que parce qu'on a 16 ans, en termes de cohorte, comme on en parle en sociologie, parce qu'on a 16 ans, on est tous à peu près en capacité d'aller s'inscrire dans une même logique collective, puis d'aller s'engager pour l'intérêt général. Alors tel qu'il est pensé là, moi je n'adhère absolument pas à cette proposition. Je la trouve paradoxale par rapport aux besoins d'individuation dont j'ai parlé. Je la trouve excessivement paradoxale par rapport à la liberté individuelle. Je la trouve non cohérente parce qu'il manque cet apprentissage à vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure. Et puis je pense que si nous les plus anciens, on nous obligeait à aller nous inscrire 15 jours là, dans une démarche d'engagement qu'on n'a pas forcément choisie, on ferait une révolution. Et je lutte contre le fait qu'on est toujours beaucoup plus exigeant sur les injonctions qu'on fait à nos jeunesses aujourd'hui, alors même qu'on n'accepterait pas ça de la part de quiconque, quoi. Donc je pense que sa définition même est une... Je suis violente peut-être dans mes propos, mais je pense que sa définition même est une aberration. Et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre que ce dispositif-là, parce que pour le coup c'est bien un dispositif, soit malgré tout soutenu par des acteurs de sources très différentes, de nature très, très différente. Mais je crois par contre que le service civique, tel qu'il est pensé aujourd'hui, est en train de faire des démonstrations remarquables de sa capacité d'intégration, de sa capacité à permettre à des jeunes de retrouver du sens dans leur parcours, de sa capacité aussi à retrouver du sens dans les apprentissages. J'ai fait une première expérience et là je me rends compte que si j'avais travaillé cette dimension-là, eh ben, j'aurais eu moins de mal à m'adapter, donc je retourne vers une autre sphère de formation, par exemple, parce que j'ai trouvé dans le terrain de mon service civique du sens à poursuivre. Je pense qu'on avait là un outil entre les mains, c'est un outil aussi, le service civique non obligatoire, quoi. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui a du sens aujourd'hui et qui est bien accompagné par les associations qui accompagnent, ou par les structures qui accompagnent ces jeunes en service civique. Mais parce qu'on est sur du volontariat, parce qu'on est sur un regard assez bienveillant des structures accueillantes, parce qu'on est sur un projet individualisé pour un service civique donné. On n'a pas n'importe quel jeune de tel âge qui va y aller. Et puis j'ai une autre réflexion sur le service national universel tel qu'il est proposé, c'est que on prend aussi sur à la fois de la scolarité, à la fois du temps libre des jeunes, comme si ces temps-là étaient des temps complètement inopérants ou complètement... on peut transformer quoi, le contenu. Ben, je ne crois pas ça du tout. Je crois qu'à 16 ans, dans la situation actuelle, il y a plein de jeunes qui trouvent d'autres occupations pendant leurs vacances. Généralement, il y a plein de jeunes qui s'épanouissent aussi pendant ces moments-là. Il y a plein de jeunes qui sont en difficulté dans leur année scolaire et qui trouvent d'autres sphères à ce moment-là. C'est un déni, à mon avis, de ça. Bref, ouais, vous l'aurez bien compris, je pense que ce n'est pas un outil pertinent aujourd'hui. Que ce soit pertinent ou pas ? Les conditions. Alors, Parce que si à un moment, je veux dire, ce service national universel est voté par la loi, il s'imposera à tous. C'était le sens de ma question. Et donc derrière, à la lumière de l'expérience collective qu'on a ici, dans cette salle, autour justement des politiques d'accompagnement des jeunes, ça va venir bousculer le paysage. Et donc la question, c'est de se dire si cette loi passe, et donc si elle s'impose à tous les jeunes et donc à toutes les familles, c'est comment rendre, je dirais, cette démarche ou ce dispositif intéressant, ou comment peut-être l'ancrer. J'ai compris ce que vous avez, le parallèle que vous avez fait avec le service civique, mais ce que j'essaye de poser là, c'est, je pense, un sujet qui est devant nous dans les mois et dans les semaines qui viennent. Il y a
Il y a deux façons de répondre à cette question-là. C'est est-ce que une fois que les lois sont passées, on peut toujours rendre intéressant un dispositif qui, en soi, ne l'était pas avant que la loi passe? Moi, j'ai très peur de ça. J'ai très peur de ça, de me dire, ça risque bien de passer, donc transformons-le en quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai presque envie de dire, ça risque bien de passer, mais continuons à résister pour que ça ne passe pas. Je crois que le cadre tel qu'il nous est proposé ne peut pas être suffisamment tordu pour devenir quelque chose d'intéressant, parce que ça s'inscrit dans quelque chose qui, pour moi, est une incohérence de classe d'âge et d'universalité. Donc, je ne pourrais pas lutter a posteriori, après la loi, contre un principe même que je remets en cause fondamentalement. Pour autant, je crois vraiment important de se donner les conditions d'engagement pluriel, multiple, multiforme aussi, pour des jeunes, parce que je crois que c'est des terrains d'expérimentation. Je crois beaucoup à cette capacité d'expérimenter, mais pour ça, il faudrait qu'on commence par dire que on prend les jeunes au point de départ où ils sont, au moment où ils s'engagent, et on le sait tous, ils ne sont pas tous à ce même point d'autonomie, d'envie, de maturité, de responsabilité, d'initiative. Enfin, à 16 ans, on peut être excessivement dépendant de sa sphère familiale et excessivement dépendant en termes de besoins affectifs, par exemple, et on peut aussi avoir connu des expériences tout seul. Enfin, on a une diversité à 16 ans, comme à 18, comme à 50. Hein. On a une diversité de publics qui fait qu'on ne peut pas poser un dispositif sur tout le monde comme ça, et on ne peut pas décréter la mixité. Donc je sais bien que je ne réponds toujours pas à votre question, hein, j'en suis très consciente. Mais pour moi, c'est incompatible. Je peux pas faire du neuf avec du vieux, quoi. Je peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres volontés de prise de parole, de questionnement, de réaction par rapport aux propos qui viennent d'être dits ou les propos précédents? Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas meubler pour meubler. Hein. Si ce n'est pas le cas, je remercie Laurence Davous-Lamour de son intervention.